Shalom les amis, et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le débriefing de Bound for Glory, le dernier pay-per-view donc de la TNA qui s'est déroulé au Korakuen Hall au Japon, c'était dimanche dernier. Alors bien sûr quand je dis dernier pay-per-view c'est sur le plan temporel, mais il y aura bien sûr sûrement d'autres durant l'année 2015, malgré les quelques soucis pour l'instant financiers et de droits TV que possède la TNA. Voilà, donc par contre aujourd'hui pour faire le débriefing, je suis tout seul. Colline a dû s'absenter pour des raisons de santé malheureusement. Donc nous espérons qu'elle se rétablisse très vite de son souci. Voilà, donc Colline, si tu m'écoutes, enfin, si t'écoutes ce débrief de Bonne for Glory, au nom de toute l'équipe de Wrestling Football, on te souhaite un prompt rétablissement et on espère que tu seras très bientôt disponible pour refaire d'autres projets sur le site. Voilà, ben écoute, repose-toi bien Colline et reviens-nous en forme. Voilà, donc sinon je tiens aussi à m'excuser du fait que je n'ai pas pu trouver d'image des matchs lors de Bound for Glory. Bon, je vous rassure, vous n'aurez durant tout le diaporama, vous n'aurez pas qu'une seule diapositive, hein, bien sûr, vous en aurez d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne verrez pas les actions qui sont passées durant le match, car la chaîne n'a pas voulu me laisser avoir accès à sa banque d'images, et donc je n'ai pas pu vous montrer les différentes prises qu'il y a eu pendant le match. Voilà, passons au premier match donc de la soirée qui a opposé qui a opposé Tanaka, excusez-moi, à Manik. Donc ah oui, je tiens aussi à noter que pendant tout le show, ce fut Didi qui a fait la présentation des matchs et qui a présenté tous les matchs comme si c'était le main event de la soirée, ce qui a vraiment mis dans l'ambiance du show, c'était très beau à voir. Si vous, par contre, depuis votre ordinateur ou n'importe quel autre appareil numérique, vous êtes en train d'écouter ma vidéo, vous pouvez laisser un commentaire en me disant ce que vous avez pensé du show ou bien de ma vidéo, même hein, si vous avez envie. Et votre avis sera cité lors du bilan de Bounce, lors du bilan de la fin de l'année qui va se faire courant mois de décembre et dans lequel nous reparlerons de cette pay-per-view Bound for Glory. Et voilà, donc si vous avez envie de donner votre avis, vous pouvez. Hein. D'ailleurs, je mettrai dans la description le lien pour que vous puissiez revoir Bound for Glory, mais commenté par moi et Aloïs, qui fait aussi partie de Wrestling Football. Donc voilà. Bien, passons maintenant à ce premier match. Donc, ce premier match, c'est un match qui opposait deux catcheurs qui ont un style très proche. Donc, je le rappelle, c'est Minoru Tanaka qui a affronté Manik. Donc, durant ce match, on a vu des prises assez variées, malgré la répétition malgré la trop grosse répétition des dropkicks, dont notamment certains qui étaient loupés. Donc voilà, on a eu quelques prises de risque qui ont touché le but et d'autres qui ont été loupées aussi. Mais ce match a vraiment permis de mettre l'ambiance au Korakuen Hall pour le début de Bound for Glory. À noter que durant ce match, les deux superstars ont utilisé leur finisher, vu que Manik a utilisé son chicken wing Gutbuster et Tanaka lui a utilisé son Jujigatame, pardon. Et donc le résultat de ce match est une victoire de Tanaka suite à un Jujigatame qui a fait abandonner Manik. Voilà, donc l'analyse que j'ai de ce match, j'ai trouvé que c'était un match très très bon, qui malgré le fait qu'il n'y ait aucune rivalité, a permis vraiment de mettre l'ambiance au Korakuen Hall. Et d'ailleurs, c'est un très très bon match de gala, ça. Voilà, nous avons eu des prises assez variées, notamment une prise qui a marqué, c'est le Jumping Netbreaker de Manik qui s'était enfui un peu sous le ring juste avant, c'est assez beau à voir. On a eu le droit bien sûr à des souplesses, à des prises de risque, à des jeux au pied, un standing moonsault en dehors du ring de Tanaka. Voilà, c'était vraiment un match très très beau à voir.
les seuls soucis peut-être que j'ai noté, c'était déjà un début de match assez poussif entre les deux. J'ai eu l'impression qu'il a vraiment fallu attendre que Manik aille en dehors du ring pour commencer à ce que le match s'emballe. Voilà, sinon après la répétition des dropkicks, dont notamment plein qui sont loupés, et un peu cette bataille de je te contre, tu me contre. À force, c'était un peu trop redondant et j'aurais préféré ne pas voir ça et voir un peu plus de prise. Voilà, sinon j'ai donné à ce match une note de 7. Donc pour les raisons que j'ai expliquées en aval. Voilà, d'ailleurs, je suis le seul à avoir pronostiqué dans l'équipe de Working Football Tanaka. Donc j'ai ouvert le score du Rockstar Spud Challenge. Quoi, hein, je tiens à mon rôle de secrétaire, hein, j'ai envie de dire. Voilà, pour ceux qui ont voté sur le lien Pixel qui était dans Working Football, vous êtes 42,9% à avoir eu raison vu que vous êtes 42,9% à avoir voté pour Tanaka. Voilà, j'espère que ce premier match vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment bien mis l'ambiance pour le reste de Win for Glory. À noter qu'après ce match, nous avons eu le droit à une promo Ethan Carter the Third qui permettait d'introduire un peu son match contre Ryota Hama. Donc dans cette promo, le neveu, le Dixie Carter, nous a rappelé qu'il a battu des anciens champions depuis son arrivée il y a un an à la TNA. Il a notamment pris comme exemple Bully Ray dans un Texas Deathmatch. Il a pris aussi comme exemple Sting. Il a pris comme exemple, si je me rappelle bien, il avait aussi battu Eric Young. Voilà, il nous a rappelé comme quoi il avait battu d'anciens champions. Et il nous a dit que son chemin vers la gloire ne s'arrêtait pas aujourd'hui et qu'il allait battre Ryota Hama. Donc, justement, il a un défi de poids pour tenir ses promesses, hein, vu qu'il a dû affronter un ancien Sumotori, Ryota Hama. Donc, ce deuxième match de la soirée était vraiment un match assez inéquilibré, vu que c'est Hama qui a dominé le match quasiment dans sa totalité. Ethan Carter the Third a bien tenté deux trois envois au sol, il a bien tenté de le soulever deux trois fois, mais rien de bien méchant. Mais à la surprise générale, c'est le neveu de Dixie Carter qui conserve sa série d'invincibilité, vu qu'il a gagné par tombée après avoir mis un petit coup dans les perles de Wrestling Football et avoir enchaîné avec un Dirty Deed. Donc la prise de finition de Dean Ambrose qui est aussi la prise de finition d'Ethan Carter the Third. Voilà, à noter que pendant ce match, Ryota Hama nous a montré quelques hommages à Rikishi, vu qu'il a fait 3 Sting Face, face contre face, comme dirait Christophe Ajuste. Voilà, et donc d'ailleurs, vous avez pu remarquer, si vous avez regardé Bound for Glory, si ce n'est pas le cas, vous pouvez le remarquer là sur les images, comme quoi Ryota Hama a un style vestimentaire assez proche de celui de Rikishi, ce qui est assez étonnant. Voilà, donc bon, l'analyse que j'ai faite de ce match, je trouve que malgré la domination de Ryota Hama, c'est un match pas assez rapide à mon goût. Bon, remarque, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas non plus à avoir Giant Flying tout le long, vu que c'est vu qu'on a une superstar assez technique et une superstar assez lourde sur un ring, assez lente. Mais le match, malgré sa vitesse un peu basse, était beau à voir. Une domination de Ryota Hama assez prévisible. Un final peut-être trop prévisible d'ailleurs, vu que je le sentais venir déjà depuis quelques temps, cette petite victoire avec un petit truc Titan Carter the First, ce petit truc qui était ce coup de pied dans les perles de Working Football, alors que l'arbitre avait le dos tourné. Voilà, donc j'ai donné à ce match une note de 6 parce que je m'attendais quand même un peu mieux, je m'attendais à avoir un Ethan Carter the First qui tente un peu plus que ce qu'il a tenté. Ensuite, j'ai pas trop apprécié les quelques imitations que nous a fait Ethan Carter the First.
notamment le jeté de sel, enfin le faux jeté de sel pour rendre un peu hommage au sumo et cette position là de Sumotori. Parce que encore il y aurait une rivalité entre ces deux-là, j'aurais pu comprendre que ça se cherchait au niveau des provocations. Mais là, c'est rien, c'est juste un match de gala, vu que je vous le rappelle que quasiment tous les matchs qui sont déroulés durant ce show étaient en one shot. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de passé à ce match, il n'y a pas eu de passé à ce match, il n'y aura pas de futur, vu que les rivalités se sont terminées après Bound for Glory pour quasiment toute la totalité des matchs, sauf quelques-uns. Donc voilà, je trouvais que les provoques étaient un peu là pour meubler le manque de rythme de ce match. Mais sinon, le match était assez bien, malgré quelques trucs prévisibles. Voilà. Au niveau des pronostics, eh ben, cette fois, c'est un peu plus clément, comme Arnaud et Sylvain, comme dirait Fillot, au niveau des liens pixels, vu que 57,1% des votants ont juste, vu que ce pourcentage-là a voté pour Ethan Carter III dans ce match. À noter que les trois invités enfin, les deux invités plus le maître de cérémonie des pronostics de Working Football, on n'est toujours pas unanime, vu que Ryotama a été sélectionné par Colin, qui a malheureusement encore une fois perdu un pronostic, alors que moi et Sio, vu que Sio et moi, excusez-moi, nous avons voté pour Ethan Carter III, ce qui fait que je garde la tête du Rockstar Cut Challenge avec 2 points, suivi de près par Sio à 1 point. Voilà, donc ce match était donc, comme je l'ai dit, le deuxième match de la soirée, qui a précédé une deuxième promo. Cette fois, c'était celle de MVP, qui nous disait tout simplement comme quoi il allait gagner son match contre Sakamoto. Voilà donc le troisième match de la soirée qui a opposé MVP à Sakamoto était lui étonnamment un match assez rapide au niveau du rythme, avec une durée assez moyenne, voire qui se rapproche des longs matchs. Donc ce match était plus à l'avantage de MVP, malgré les quelques remises en rythme de Sakamoto, qui a tenté de prendre la même et qui est jamais vraiment bien parvenu. C'est l'impression que j'ai eue. À noter pendant ce match la petite visite de Sakamoto dans le public, qui lui a permis bien sûr de prendre le 06 d'une très belle fille. Hein, comme quoi on a de la chance hein, quand on aime Sakamoto. Et les deux imitations des prises d'MVP faites par Sakamoto, vu que Sakamoto a voulu tenter de placer son bowling elbow et a placé un Shining Wizard à MVP. Malheureusement, ça n'a pas suffi vu que MVP s'est relevé de ces deux prises et a quant à lui gagné son match avec un Shining Wizard. Voilà, donc j'étais quand même assez étonné de voir un match aussi bien rythmé entre ces deux superstars, vu que bon, Kazuma Sakamoto, on le connaissait pas beaucoup, vu que son petit passage à NXT pas très très long, nous a pas appris beaucoup, et la Wrestle One n'est malheureusement pas assez médiatisée en Europe pour que nous puissions connaître toute l'étendue de ses talents, mais je m'attendais quand même à avoir une superstar un peu plus technique que High Flying. Par contre, lui, MVP, ça m'a étonné de le voir aussi bien suivre le rythme, vu que, bon, malgré son poids qui frôle les 100 kilos, c'est-à-dire qu'il est pas loin du poids d'un night flyer, il est quand même, normalement, il est quand même assez lourd sur un ring, je veux dire, il prend pas beaucoup de risques d'habitude, il essaie de pas trop augmenter le rythme du match, ni rien. Et là, au contraire, c'était tout l'inverse, c'était même celui qui, pour ma part, avait dominé le match. Et donc d'ailleurs, j'ai bien aimé son slingshot crossbody à un moment placé en dehors, son playboot ou Luther King, comme l'appellerait Sami Zayn, sur la barrière d'insécurité qui a permis à Sakamoto d'aller voler jusqu'au public. Bien sûr, voler c'est une image, hein, vu qu'il a juste passé par-dessus la barrière. Voilà, donc c'est un match très plaisant à voir. J'y ai donné la note de 7 et demi, parce que
pour moi, ce n'était pas non plus le match de la soirée, malgré le fait que ce soit un très très bon match. Et donc voilà, c'était assez bon à voir, c'était beau à voir et je ne vois pas pourquoi j'y aurais mis moins. Voilà, donc après, si les qu'au point de vue des pronostics, c'est très bien même de la part de Game Pixel, vu que 77,8% des votants ont eu raison, vu que ce pourcentage-là a voté pour MVP, et a donc gagné ses pronostics. Au niveau des trois personnes ayant participé au pronostic, c'est-à-dire Colline, Fillot et moi, c'est Colline la seule à avoir marqué les points dans ce match. Donc ben bravo à elle qui fait maintenant deuxième ex-aequo avec Sioni Jean. Et donc moi je garde la tête des pronostics avec 2 points. Donc voilà. Passons directement à l'autre match de la soirée, au quatrième match même, pardon. Et donc c'était un triple threat match pour le titre de la X-Division. Il a opposé Samoa Joe à Loki et à Kazayashi. Alors à noter qu'avant le match, nous avons eu une promo de Samoa Joe qui disait être prêt à défendre son titre et à montrer, enfin, à rendre hommage au Japon. Et donc, ben, dans ce match, c'est un triple threat match assez équilibré, même si pour moi, je pense que la part de prise de main était quand même plus du côté de Samoa Joe et de Kazayashi. Pour moi, Loki était trop timide dans ce match. Ensuite, ben, comme tous les matchs de la X-Division, c'était assez technique et très rythmé. C'était un match très très beau à voir. On a eu des prises de risque, on a eu des jeux au pied, on a eu de la vitesse, on a eu bien sûr des Zlatan de partout. Enfin voilà, c'était un très très beau match entre ces trois superstars. Et donc à noter que le vainqueur de ce match est Samoa Joe, qui a fait abandonner Loki dans un cult après que Loki ait tenté de placer une prise du haut de la troisième corde. Donc voilà, bon, c'était un résultat un peu prévisible, on le savait déjà. Donc bon, j'ai mis à ce match une note de 7,5 aussi, parce que ben je m'attendais à voir ça et j'ai eu ce que je m'attendais. Je m'attendais à avoir un match rythmé et j'ai eu ce que j'attendais, voilà. Et donc voilà, bon, ce qu'on peut quand même reprocher à ce match, c'est qu'il n'a pas duré, je pense, assez longtemps pour pouvoir montrer toute l'étendue des talents des personnes. Après, on sait que Samoa Joe est blessé au bras. D'ailleurs, on a pu le voir porter un strap au niveau du coude. On sait que Loki commence à avoir un peu d'âge. Donc, ben voilà, c'était surtout pour mais bon, malgré le fait que ces deux-là étaient un léger handicap, un par son âge, même s'il n'est pas encore très très vieux, et l'autre par sa blessure, ils ont quand même su offrir avec Kazayashi un match très très bon. D'ailleurs, Kazayashi que je connaissais à peine avant ce match et que j'ai appris à très bien aimer, vu que pour moi il m'a surpris, il a su vraiment suivre le rythme. Bon, ça m'étonne pas vu qu'on sait que les catcheurs japonais aiment bien cette division de la X-Division. Donc voilà pourquoi j'ai donné une note de 7,5 à ce match. Donc au niveau des pronostics cette fois, alors au niveau de Wrestling Football, c'est donc les 60% des personnes qui ont voté Samoa Joe qui avaient raison. Au niveau donc des pronostics, bon je tiens à préciser que Sio n'a pas pronostiqué ce match, donc ben, malheureusement il n'a pas pu marquer de points. Sinon nous avons eu un point pour donc nous avons eu un point pour Colin qui a très bien voté pour Samoa Joe, c'est qui lui fait 2 points. Voilà, donc sinon ben je crois que moi aussi j'avais marqué un point vu que moi aussi j'avais voté Samoa Joe, ce qui veut dire qu'au classement enfin non, ce qui veut dire donc qu'au classement des pronostics, je suis toujours premier avec 3 points. En deuxième, donc, nous avons Colin. Et en troisième, Sioni Jean. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est assez serré et que vu qu'il reste des matchs, rien n'est encore figé. Passons maintenant à l'autre match de la soirée. Cette fois, c'est un match 100% Wrestle One
qui opposait Novus à El Hijo de Pantera et Anjiwu. C'était vraiment un très bon match. On a eu du rythme de partout. C'était vraiment ce qu'on attendait. En plus, on a eu beaucoup de prises de risque. On a eu des prises assez spectaculaires. Vraiment, c'est un match qu'on pourrait voir sur le circuit indépendant. Et à la fin, c'est Novus qui a gagné. Alors bon, je ne sais pas qui a fait le tombé dans Novus parce que je ne connaissais pas trop ces superstars. Mais c'est après une sorte de cross moonsault sur El Hijo de Pantera. À noter donc toutes les prises de risque pendant le match. Et donc durant ce match, j'ai eu l'impression que c'était plus El Hijo de Pantera qui dominait, vu que c'est lui qui vraiment à chaque fois qu'il rentrait a augmenté le rythme et c'était assez beau à voir. Voilà. Donc ben, la note que j'ai donnée à ce match, c'est une note de 8 parce que ben c'était vraiment un très bon match et que j'ai adoré commenter d'ailleurs avec Aloïs, malgré le fait qu'à la fin j'étais un peu à bout de souffle. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à redire. C'est un match qui mérite sa note, qui a été rythmé. Le seul truc qui a fait que je ne l'ai pas mis de GIF, c'est déjà le fait que on ne puisse pas savoir trop qui était qui pour ceux qui ne, enfin, pour ceux qui ne connaissaient pas ces deux équipes, c'est vraiment dur à se repérer. Donc bon, voilà, c'est peut-être le seul défaut que j'ai eu à ce match. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était un très bon match et qui mérite donc sa note de 8, comme je l'ai dit. Ah oui, à noter donc qu'au niveau des pronostics, c'est un carton plein du côté des trois invités, vu que les trois, enfin nous trois, nous avons voté pour El Hijo de Pantera et Anjiwu, et nous sommes trois à avoir eu juste. À noter que 66,7% des votants ont aussi voté pour Anjiwu et El Hijo de Pantera, et ce même pourcentage a eu raison. Voilà, donc ensuite nous avons eu la cérémonie d'intronisation de la Team 3D. Bon, bien sûr, c'est que des extraits, vu qu'ils vont pas nous passer la grande cérémonie, avec un speech assez émotionnel de Bouliray et de Tommy Dreamer, speech qui m'a d'ailleurs mis les larmes aux yeux au moment où j'ai dû le traduire. Donc ben voilà, et donc ils nous ont annoncé officiellement que c'était leur dernier match à la TNA, et c'était vraiment un match très bon. Donc passons un peu à l'analyse de ce match. Un match qui devait être un match normal, mais qui s'est transformé en match hardcore entre ces quatre personnes. Après, bon, le reproche qu'on peut faire à ce match, c'est le fait qu'il n'y ait pas de rythme. C'est vraiment un match qui, plus il durait, plus il devenait un peu ennuyant. Et que malgré l'utilisation d'objets, je suis pas arrivé, moi, à m'attacher à ce match. Voilà, donc à noter que quand j'ai hardcore, c'était vraiment hardcore, vu qu'au bout de même pas 2 minutes de match, nous avions déjà quelques objets qui sont rentrés en jeu. Et quand je dis quelques objets, nous avons eu donc la cloche pour le ring qui a été utilisée, nous avons eu les kendo sticks, nous avons eu, si je me rappelle bien, les sortes de plats en aluminium, nous avons eu les poubelles, nous avons eu quoi d'autre? Bref, nous avons eu plein d'objets, les punaises, bien sûr, qui ont été utilisés par Abyss. Et nous avons eu des tables. Alors oui, à noter que les tables au Japon ressemblent plus à ce qu'on peut voir dans les écoles. Mais bon, c'était assez marrant et ça a bien été noté de la part d'Aloïs. Voilà, donc au niveau des vainqueurs, c'est la Team 3D qui a gagné après un 3D sur les punaises. Enfin, après un 3D porté à Tommy Dreamer sur les punaises. Voilà, donc ben la note que j'ai donnée à ce match, c'est une note de 6,5 parce que ben c'était un bon match malgré le fait que je ne suis pas arrivé à m'attacher à ce match. Après voilà, je trouve qu'il aurait pu avoir un peu plus de rythme. On sait que la Team 3D nous a montré durant leur confrontation avec les Wolves et l'Argis qu'ils savaient accélérer le rythme. Après bon, peut-être que le problème venait aussi de Tommy Dreamer parce qu'on sait que Tommy Dreamer a un peu d'âge et d'Abyss, vu qu'Abyss est un peu lourd sur le ring normalement. Mais bon, c'est un match agréable à voir. On a vu des objets de part et d'autre des équipes, c'était assez beau.
Après, gros défaut, c'est le fait qu'Abyss n'ait pas voulu serrer la main de la Team 3D avant le match. Je trouve ça un peu nul, storylinement parlant, vu que déjà qu'il n'y avait pas de rivalité entre ces équipes-là, et qu'en plus c'était le dernier match de la Team 3D, c'était un peu, voilà quoi, c'était un peu nul, j'ai envie de dire. Mais au niveau, mais sinon voilà, au niveau in-ring, on a vu deux très belles prises, et franchement, c'est un match, malgré le fait qu'ils sont un peu ennuyeux, que je conseille à voir. Au niveau des pronostics, donc, ben, c'est un carton plein. Encore une fois, au niveau des invités, vu que c'est encore une fois Sionidine, Colline et moi-même qui avons voté pour la même personne, vu que nous avons voté pour la victoire de la Team 3D. Voilà. Pour les votes sur Working Football, c'est les 50% qui avaient voté pour la Team 3D ont eu raison. Un autre À noter à la fin du match un speech assez bon de la part de Bouliré et de Jivon qui a remercié le Japon et qui a même dit que voilà qu'il adorait combattre dans ce pays et qu'il remerciait tous les fans d'avoir été là. Alors oui, une partie du speech par contre a été censurée de la part de la diffusion américaine et dans cette partie-là ils sont allés défier le Bullet Club qui est une équipe de la New Japan Pro Wrestling. Alors les raisons de la censure, je ne les connais pas officiellement, mais on peut penser que c'est déjà le fait d'avoir quitté une fédération concurrente, et puis aussi ben le fait que ça reparle aussi d'une fédération qui est sur le même réseau télé que la TNA, la Global Force Wrestling, vu que dans le Bullet Club il y a un des membres qui est le président de la Global Force Wrestling, je vais parler de Jeff Jarrett. Voilà, mais à part cette petite provocation, j'ai trouvé que c'était un très bon speech. Un speech encore une fois assez émotionnel. Et ce dernier, Oh my brother, oh testify de Divine était vraiment très bien. Tout le public après a scandé des 3D, 3D, 3D. Et voilà, c'était assez beau au niveau émotionnel. Et donc, voilà, c'était un bon match, un bon speech. Voilà, je vous conseille de regarder ça. Donc, ben, justement, j'ai parlé de l'intronisation de la Team 3D Hall of Fame. Donc, à noter qu'il fut intronisé par Tommy Dreamer, qui était leur adversaire dans ce match, et que durant la cérémonie, toutes les superstars présentes à Bound for Glory étaient là, et donc que c'était vraiment un bon clin d'œil à ces légendes d'hardcore, et que nous espérons pour ceux qui regardent la New Japan Pro Wrestling que vous pourrez profiter encore pendant quelques années de la Team 3D. Passons maintenant, pour se remettre des émotions, nous avons eu un match assez sexy, j'ai envie de dire, vu que nous avons eu la plus belle femme de la TNA, Velvet Sky, qui a affronté Havok. Donc ce fut officiel à la dernière minute, mais ce match était bel et bien pour le titre des Knockout. Voilà, bon, un match assez prévisible, c'est-à-dire un véritable squash de Velvet Sky qui a perdu ce match suite à une prise de l'ours. Mais à noter que malgré ce squash, nous avons eu Velvet Sky qui a vraiment tenté de revenir dans le rythme quelques fois dans le match, mais c'était pas suffisant malheureusement. C'est sûr, hein, quand on perd de l'énergie pour aller embrasser un clown, et ben après on n'a pas assez d'énergie pour battre Avoc, hein. C'est trouvé. Bon, voilà, bon, sérieusement, c'était un match assez lent au niveau du rythme, ben, vu que c'est Avoc qui prenait en main les trois quarts du temps et qu'on sait qu'Avoc ne met pas beaucoup de rythme dans ses matchs. Oui, c'était un match assez beau. Je m'attendais à une victoire un peu plus expéditive, mais ça s'est très bien passé. Et donc, voilà. La note que j'ai donnée à ce match, c'était une note de 7. Parce que ben, malgré le fait qu'on sentait tous un squash légitime, on a quand même eu Velvet Sky qui a tenté de montrer son talent. Et on comprend comme qu'elle n'a pas été championne des Knockout pour rien, la petite Velvet. Voilà, bon, après une victoire d'Avoc méritée.
on peut regretter le fait qu'on n'ait pas eu de finisher des deux côtés, vu que la prise de l'ours utilisée par Avoc n'est pas vraiment son finisher. Mais sinon, c'est un bon truc. Alors, on peut aussi noter le silence de la salle au moment où Velvet Sky a fait un petit truc un peu sexy avec les cordes, et qui change, hein, vu qu'on sait que des fois la chaînée, on entend quelques supporters la siffler. On peut comprendre, hein, elle a un très bon popotin, mais voilà. Et donc, ben, au niveau des pronostics, donc pour les invités, j'ai eu raison, vu que j'ai voté à vote. Et Colin aussi a eu raison. Sio n'a pas voté pour ce match, si je me rappelle bien. Je vérifie quand même. Oui, Sio n'a pas voté pour ce match, malheureusement. Et donc, ben, il n'a pas pu gagner de points non plus s'il n'a pas voté. Et donc, ben, ça fait que Colline, elle, se retrouve à 4 points. Alors que moi, donc, je suis toujours premier avec 5 points. Voilà, ça c'est juste pour vous rappeler le classement. Au niveau des votes sur Working Football, 66,7% des votants avaient raison, vu que c'est le pourcentage de gens ayant voté pour Mademoiselle Avoc. On peut d'ailleurs noter la victoire d'Avoc qui continue son push et qui devrait normalement affronter Terine Terrell dans les semaines à venir, vu que Terine Terrell a gagné un triple threat match des Knockout lors de l'Impact Wrestling avant Banford Glory. Donc je n'ai pas encore pu commenter l'Impact Wrestling d'après Banford Glory. Donc ben, sûrement que ce match de championnat s'est déroulé durant cet Impact Wrestling. Je découvrirai ça en commentant. Voilà, et j'espère que le run de champion d'Avoc pourra encore durer, mais j'espère aussi qu'elle pourra trouver des concurrentes capables de lui arriver un peu plus à la cheville que les différents adversaires qu'elle a eu jusqu'à présent. Voilà, et enfin nous arrivons dans un des grands matchs de la soirée, enfin je devrais même plutôt dire le main event de la soirée, la One Next Revolution. James Storm et The Great Sanada ont affronté The Great Muta et Tajiri dans le grand main event donc de la soirée, comme je dis. Donc c'était un match que j'ai trouvé assez ennuyeux pour le main event et pour toute la promo qu'il y a eu dedans. Mais ça, j'en reparlerai plus dans l'analyse. Un match quand même assez dominé par les membres de la Next Revolution. À noter l'utilisation d'objets de la part de Sanada, mais qui ne s'est pas fait disqualifier. On peut aussi noter dans ce match le fait que le Great Muta a montré que même s'il a de l'âge, il peut toujours combattre. Et donc c'est James Storm qui a fait le... Non, c'est The Great Sanada qui... je me rappelle plus. Et... Non, il me semble que c'est Tajiri et le Great Muta qui ont gagné après un super kick. Faudrait que je revérifie quand même. Donc oui, après vérification, c'est bel et bien c'est bel et bien The Great Muta et Tajiri qui a gagné. Donc après un tombé sur le Great Sanada. À noter pendant le match un double poison mist de Great Muta et Tajiri en même temps. On a aussi le droit à un poison mist de Sanada sous le ring, donc un poison mist qui a été fait à Tajiri. Voilà, donc l'analyse que j'ai faite de ce match, j'ai trouvé que c'était un match qui ne méritait pas son niveau de main event. C'est peut-être un peu sévère malheureusement, mais pour moi j'ai eu l'impression qu'il était trop poussif. On n'a pas vraiment eu le match que j'attendais. Peut-être est-ce un bridage à cause de l'âge des deux superstars japonaises, c'est-à-dire Tajiri et le Great Muta, ou alors peut-être est-ce un problème de niveau, je ne sais pas. En tout cas, ben voilà, c'était un match que
trouvais beaucoup trop poussif pour la promo qu'on a eu dessus. Voilà, sinon donc la note que je vais donner, c'est une note de 6. Alors oui, ça peut être très sévère, mais c'est vraiment, j'ai pas l'impression que d'avoir vu un match que j'attendais à Main Event. Franchement, pour un titre de comparaison à Main Event, on aurait pu voir Andy Wu et El Hijo de Pantera, ça m'aurait moins dérangé. Malgré le fait que j'aime bien les 4 superstars qui étaient sur le ring, hein, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ce petit plus qui faisait que le match soit un bon match. À noter à la fin du match un geste d'énervement de James Storm qui s'est attaqué au Great Muta et à Tajiri et qui a donc appelé sur le ring Manik. Et pour séparer le Great Muta de ce carnage, c'est la Team 3D qui est intervenue et donc on a fini Bound for Glory sur une image légendaire vu que la Team 3D et le Great Muta se sont serrés la main et ont fêté la fin de ce show avec le public du Karakuen Hall, pardon, du Japon. Voilà, vu qu'on a fait l'analyse de chaque, ah oui, au point de vue des pronostics, pardon, excusez-moi. Donc, j'ai eu tort, vu que j'avais voté pour une victoire de la Redneck Revolution et malheureusement, ils n'ont pas gagné. Voilà. Et donc, elle, Colline, est-ce qu'elle a eu juste, je vérifie de suite, parce que je n'ai plus mon carnet où j'avais noté tous les pronostics, donc je suis obligé de les rechercher. Oui, elle a eu juste, et donc Colline est remontée à égalité au niveau des pronostics, vu qu'elle a eu juste pour ces pronostics-là, elle avait voté pour le Great Muta et Tajiri. Voilà, sur Wrestling Football, les 50% à avoir voté pour la Redneck Revolution, Sanada et James Storm se sont trompés. Donc les 53% ont eu juste. Voilà. Et à noter que c'est tout. Oui, je rajouté à noter pour rien. Non, c'est malheureusement tout pour l'analyse des matchs. Nous allons passer maintenant à l'analyse du show en sa globalité. Donc, ce que j'ai pensé du show pour moi, c'est que pour un show qui a vraiment eu toute cette promo médiatique, c'était quand même assez décevant. La qualité in-ring y était, mais le manque de rivalité a fait qu'on s'ennuyait un peu quelquefois. Ensuite, on s'attendait vraiment à un plus pour l'arrivée au Japon. On n'a pas vraiment, enfin, certes, le public était déjà meilleur qu'aux États-Unis, mais on n'a pas eu le plus que l'on attendait. En plus, l'absence des superstars tels que Bobby Lashley, Gail Kim sur blessure, Fineris, les Hardys, les Wolves et tout, ont fait qu'il manquait vraiment des top face. Et ça a manqué au show vu que le public a pu voir des superstars qu'ils connaissaient, mais pas des top face ni des top heels. Et voilà, j'ai l'impression que si on aurait rien que rajouté des gens tels que Austin Aries ou les Hardys, ou même les Wolves, ça aurait déjà apporté un plus au show. Après, on sait que certains ont eu des problèmes administratifs, d'autres des problèmes de blessures, d'autres la fatigue et tout, ce qui font qu'ils n'ont pas été présents lors de Bound for Glory. Et voilà, malgré le fait que je reste sur une déception, j'ai trouvé le show assez bon dans le in-ring, des matchs assez rythmés pour la plupart. Pour ceux où il y avait une rivalité, on peut se douter que la rivalité va continuer, sauf peut-être pour le main event de la soirée, vu que j'avais l'impression que ça cherchait juste à amener à Bound for Glory. Et nous découvrirons ça dans les semaines à venir. Voilà, donc un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo sur Bound for Glory. Pardon, j'avais oublié de mettre la note. Donc à Bound for Glory, je donne une note de 7. Donc 7 parce que ça m'a un peu déçu, mais que les matchs étaient quand même assez bons. Et c'est un peu un 7 encourageant pour dire que voilà, certes cette année ils ont vécu certains soucis, mais s'ils arrivent à régler ça avant la fin de l'année, j'espère que l'an prochain, nous pourrons voir des pay-per-view de meilleure qualité.
Voilà, un grand merci à tous ceux qui ont permis de faire Bound for Glory. Donc un grand merci à Bamba qui a fait donc cette magnifique image de fond que vous pouvez voir. Pas celle de Bound for Glory, hein, celle qui a juste derrière. Un grand merci à Colin et Sio qui ont participé au pronostic. Donc en parlant de Colin, je lui souhaite encore une fois un très bon rétablissement au nom de toute l'équipe de Working Football. Un grand merci à Aloïs d'avoir commenté avec moi Bound for Glory. Bref, un grand merci à toute l'équipe de Wrestling Football de m'avoir permis de faire vivre ce projet de Bound for Glory. Et bien sûr, la chaîne ne s'arrête pas là, vu que dès ce week-end, vous pourrez retrouver un nouveau Impact Wrestling. Donc à noter que par contre, je serai en vacances la semaine prochaine, donc vous n'aurez pas d'Impact Wrestling, ou alors vous l'aurez en retard. Tout dépend de est-ce que j'ai la possibilité ou pas de le commenter en vacances. Voilà, j'espère que ce débriefing de Bound for Glory vous a plu. Je vous rappelle que vous pourrez bien sûr donner votre avis sur ce débriefing en commentaire. Vous pouvez nous laisser aussi vos avis sur les matchs en commentaire aussi si vous avez envie. Si vous avez envie de voir encore plus de TNA, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, plus il y aura d'abonnés, plus de nouveaux projets vont arriver. Déjà là, on a les débriefs et les pronostics de chaque pay-per-view. On a les TNA infos. Et en plus, maintenant, je rajouterai dans tous mes TNA infos les liens de Wrestling Football et de ma chaîne Google+, afin que vous puissiez voir Impact Wrestling commenté par moi-même et les pay-per-view quand il y en a. Voilà, et donc n'oubliez pas, plus j'aurai d'abonnés, plus de nouveaux projets pourront arriver. On sait, enfin là, j'ai quelques projets en suspens, j'entends vraiment encore un peu avant de les mettre, mais je peux vous dire que voilà, ça s'annonce très bon. À la fin de l'année, vous pourrez retrouver donc le bilan de la TNA de l'année 2014, donc de la TNA, dans lequel je citerai vos commentaires pour ceux qui ont donné leur avis sur Bound for Glory, vu qu'à un moment ou à un autre, nous serons obligés de reparler de ce pay-per-view là. Voilà, bon ben sinon, je vous dis rendez-vous ce week-end pour ceux qui vont écouter mon Impact Wrestling. Et puis ben rendez-vous bien sûr dimanche pour les TN Info qui vont encore une fois arriver sur ma chaîne YouTube et sur Working Football. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi durant Bound for Glory et même avant. Et un grand merci à ceux qui vont me suivre après. Et je vous dis à ciao, bonsoir les amis.